Ils ont commencé à me frapper, des coups de pied, des coups de poing, m'insulter. Et puis tout d'un coup, il y a quelqu'un qui s'approche de moi et il arme son arme et il commence à tirer à côté de ma tête avec 3 ou 4 coups. Et il me disait, voilà, ici on va t'enterrer aujourd'hui. Si tu ne me dis pas où sont les armes, on va t'enterrer ici. Tout ça, c'était dur à accepter, c'était insupportable. Je suis là dans un cachot, depuis je ne sais pas combien de temps. Ils m'ont abandonné ici. Ma fille, à l'époque, elle avait 2 ans et 8 mois et je ne l'ai plus vue jusqu'à ma libération. J'ai refusé de la voir grandir parce que je rêvais d'elle telle comme je l'avais laissée. À chaque fois que je rêvais d'elle, je la voyais toute petite. C'était ma force morale. C'était ma façon de faire face à toutes ces injustices. C'est ça, c'était ma force. C'était de la voir grandir et de revivre avec elle des bons moments. Je n'avais aucune arme, donc ça n'a jamais existé. Je n'avais absolument rien à leur dire. Je m'appelle Ali Arras. Je suis né à Melilla. C'est une enclave qui est espagnole. Mes souvenirs d'enfance sont comme tout autre enfant qui a reçu une culture multiple. À Melilla, il y avait des Espagnols, il y avait des Israélites, des Hindous aussi, et la communauté musulmane qui résidait donc à l'époque. Seulement, dans cette époque-là, des années 60, 70, on n'était pas reconnus comme des Espagnols. À la maison, on parle espagnol, on est citoyen à Melilla, mais on n'a pas de nationalité. Et j'étais reconnu comme marocain. J'avais 12-13 ans quand ma maman a dû quitter le pays pour aller chercher un boulot. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a travaillé en Belgique, donc à Bruxelles, pour nous aider à survivre. Et à 15 ans, mes parents, ils étaient divorcés. Il me fallait que je puisse rejoindre ma maman donc en Belgique. C'est là que j'ai recommencé une nouvelle vie très très dure pour un adolescent. À l'époque, je me trouvais sans papier. J'ai dû travailler, bosser dur. J'ai fait multiples boulots, nettoyage, j'ai fait bâtiment, j'ai fait soudure, j'ai fait même dans la charcuterie, des ossages de la viande. Marchant ambulant porte à porte avec des sacs très lourds dans les métros, dans les trams, afin d'avoir ce capital qui m'a aidé à ouvrir donc ce commerce que j'ai ouvert dans les années 80. Une papeterie, et ça a marché un petit peu. J'en étais fier, surtout après mon mariage. C'est très important, quelqu'un qui puisse me soutenir. C'était mon épouse qui était là tout le temps. C'était vraiment une autre vie que j'ai dû commencer, j'en suis fier. J'ai servi la Belgique. J'étais un citoyen à part entière. Je me suis jamais senti discriminé. Non, je me suis toujours senti belge. J'étais considéré comme un Belge à part entière. C'était une décision que j'ai prise avec mon épouse et mon père. On est parti, on s'est installé. Je voulais retrouver mes racines. Et puis surtout, mon père que j'aimais tant et que je continue encore à l'aimer du fond du cœur. J'ai ouvert un salon de thé, si on peut appeler ça, confesserie. L'endroit, il était mal situé, ça n'a duré qu'un an. J'ai dû, bien sûr, chercher un autre boulot et c'est mon frère qui avait un petit camion qui transportait tout ce qui est bricaillant, tout ce qui est bâtiment, etc. Il m'a proposé, si tu veux bien, le reprendre parce que lui, il ne pouvait plus conduire. Et voilà, c'est là que tout a surgi. Là, je commençais à vivre une vie vraiment heureuse avec mon épouse et ma fille.
Tout cela m'a été volé. Donc j'étais dans mon camion et là, les gardes civils se sont présentés et ils m'ont dit de nous suivre au quartier général pour nous poser des questions. Je ne savais pas que j'étais dans leur viseur et je ne savais pas que j'étais poursuivi. Encore aujourd'hui, je n'arrive pas à savoir vraiment les raisons pour lesquelles j'ai été arrêté en 2008. Je les ai suivis et une fois arrivé là, le chef de la police m'a posé la seule et unique question: qui sont vos amis? Je ne comprenais pas. Mon seul et unique ami, c'était mon père. Donc là, le soir tombé, ils m'ont emmené devant le juge d'instruction qui a dit: cette affaire dépasse ce monsieur, il doit tout simplement aller à Madrid pour être écouté par le juge Baltasar Garzón, qui est très connu en Espagne pour avoir enquêté sur Pinochet et aussi d'autres affaires comme l'OTA, etc. Donc j'étais en prison, je me suis retrouvé en prison en Espagne, isolé, totalement coupé du monde, de 2008 jusqu'à 2010. C'était des humiliations au quotidien. Il me faisait changer d'une cellule à une autre. Il coupait l'eau de robinet, même de celle de la chasse. J'en ai même fait 3 grèves de la faim en Espagne pour défendre mon innocence surtout. Et le juge Baltasar Garzón a tranché en disant: Ali Arras, il a un non-lieu. Son cas, on dit en espagnol, archivé. Donc il va être dans les archives, ce dossier-là, on n'a rien à lui rapprocher. Et moi j'ai signé donc ma libération, mais ils n'ont pas voulu me relâcher. Ils ne voulaient pas me libérer parce qu'ils avaient déjà envisagé de m'extrader pour faire plaisir à l'État marocain, alors que j'étais acquitté, si vous voulez. La Belgique n'a pas bougé d'endroit, alors que je leur ai écrit. Il y a eu l'intervention d'Amnesty International. Il y a eu aussi les recommandations des Nations Unies. Et malgré ça, ils n'ont pas voulu écouter. Il fallait qu'ils m'extradent. Et ils l'ont fait. Ils sont arrivés, ils m'ont embarqué direction à l'aéroport dans les cachots à Madrid. J'étais en grève de la faim sans force. J'ai dit non, je ne vais pas y aller. Je suis un citoyen belge et je n'ai rien à voir avec cette histoire du Maroc. Ils m'ont encerclé, ils m'ont embarqué dans cet avion. Une fois arrivé à Casablanca, je me suis senti encore là, kidnappé et mis dans la voiture en direction Rabat. Juste après le 3e péage, ils m'ont mis les bandeaux sur les yeux, ils m'ont bandé les yeux et on a quitté l'autoroute. J'ai ignoré où est-ce qu'ils allaient m'emmener. Cette histoire-là, je l'ai racontée à mon avocat à l'époque. Et ce n'est que là qu'il m'a dit que j'étais au centre secret de Tamara, là où on torture les citoyens marocains pour les extorquer des aveux. Je ne voyais rien du tout, donc j'étais tout le temps avec mes yeux bandés. Donc, je suis resté 12 jours sur la torture. Ils vous frappent sur la plante des pieds, sur le dos des pieds, ils vous humilient, ils vous insultent, ils vous crachent dessus. Des coups de pied, des coups de poing, en me disant: dis-nous où tu as caché ces armes. Je leur disais: mais je n'ai rien à vous dire, je n'ai rien, vous trompez sur moi, donc je n'ai jamais, les armes n'ont jamais existé, vous le savez très bien, arrêtez de me torturer. On disait: non, tu vas nous le dire, où sont ces fouteuses armes. Je ne pouvais même pas marcher, je ne pouvais même pas tenir debout. Sur la torture, vous ne pourrez pas résister. Ils voulaient absolument trouver ces armes coûte que coûte. Au 4e jour, parce que je ne tenais plus, je leur ai dit: bon, ça va, arrêter de me torturer. Je leur ai dit que cela s'est trouvé à la frontière de Melilla. Et j'ai été forcé d'inventer un scénario, une histoire, pour leur dire: voilà où se trouve cette cache d'armes
qui n'ont jamais existé, afin que cela cesse. Ils ont dit, bon, on va l'embarquer, on va l'emmener là-bas. Ils ont creusé et le trou, ça leur est arrivé jusqu'à la poitrine. Moi, j'étais en attente dans la voiture avec d'autres, bien sûr, cagoulés comme ça. Ils m'ont dit, regarde, on n'a rien trouvé dans cette cache que tu nous as dit, et cette terre n'a jamais été creusée. Je leur ai dit, peut-être que je me suis trompé, c'est peut-être l'autre arbre, je ne me rappelle pas. Et ils ont creusé, ils n'ont rien trouvé. Cette nuit-là, parce que la nuit est tombée, ils m'ont emmené au commissariat qui se trouvait à Nador. Ils m'ont fait monter à l'étage, ils m'ont torturé de nouveau là, jusque le lendemain, le matin. On a pris donc direction Rabat. Et le téléphone qui sonnait tout le temps chez ce commandant, qui lui disait « Ne revenez pas sans les armes ». Le commandant, il lui disait « Oui, monsieur, oui, ok, non, oui, Sidi. » Donc, là, ils ont fait une déviation et ils m'ont attaché à un arbre. Et ils m'ont rabaissé le pantalon et ils ont introduit un morceau de bois dans mon arrière pour m'humilier. Et là, je leur disais, ne faites pas ça. Mais ils disaient, non, tu vas nous le dire, on va t'enterrer vivant ici. Ils m'ont détaché, ils m'ont jeté plein ventre, menotté par derrière. Et puis tout d'un coup, il y a quelqu'un qui s'approche de moi et il arme son arme et il commence à tirer à côté de ma tête avec 3 ou 4 coups. Et il me disait, si tu ne me dis pas où sont les armes, on va t'enterrer ici. Je leur disais, si vous avez l'intention de me tuer, voilà, faites-le seulement parce que moi je n'ai rien à vous dire. Et tout d'un coup, il y a un coup de pied qui est surgi sur ma nuque et là j'ai perdu connaissance. Et en me réveillant, je me trouve avec 2 tortionnaires à mes côtés dans la voiture en direction Tamara. Et tout d'un coup, le téléphone encore qui surgit et le capitaine a ordonné à ces 2-là qui étaient à côté de moi pour me maîtriser et me rabaisser le pantalon. Il a surgi par devant le copilote, donc le capitaine, avec un briquet à la main. Il a tiré mon pénis, il a commencé à le brûler jusqu'à sentir les brûlures dans mon nez, quoi. À Tamara, on est arrivé. Ils ont recommencé de nouveau les mêmes tortures qu'ils ont faites auparavant. En m'étouffant avec de l'eau, ils ont mis un torchon sur ma bouche et versé de l'eau sur ma bouche afin de m'étouffer. J'étais suspendu des heures, les bras vers le haut et le contraire aussi, donc la tête vers le bas. L'électrocution sur mes testicules, aussi des méthodes qu'on appelle l'avion, c'est-à-dire on vous attache avec une corde et ils vous font passer un tuyau par les jambes et ils vous accrochent comme un mouton, quoi. Et pour finir, ils ont utilisé la méthode la plus humiliante, c'était le viol anal à base d'une bouteille. Tout ça, c'était dur à accepter, c'était insupportable. Et ça a duré 12 jours et 12 nuits sans arrêt. Et pour finir, ils n'ont rien découvert. Ils m'ont dit, tu vas monter avec nous à l'étage. Ils m'ont fait asseoir dans un salon majestueux, si on peut dire ça comme ça. Et ils m'ont dit, tu vas regarder devant toi, tu ne regardes ni à gauche ni à droite, on va te retirer le bandeau, tu vas regarder seulement devant toi. Et là, au moment où ils m'ont retiré, la première chose que j'ai aperçue, c'était la photo du roi. La photo du roi Mohamed VI, qui était juste devant moi. Et ils m'ont fait descendre donc le bandeau. Ils m'ont fait descendre, ils m'ont jeté dans cette cellule, sale du sang, sur les murs, par terre. La seule chose que j'ai fait, c'était tomber plat ventre et je n'ai plus bougé. Mais avant, ils m'ont fait signer des aveux qui étaient en arabe, alors que je ne sais même pas lire ni écrire en arabe. Là, ils m'ont dit, tu vas signer. J'ai dit, non, je ne vais pas signer. Donc, ils m'ont pris à force sur le bureau. Ils m'ont pris ma tête. Ils ont même frappé. Donc, j'avais la lèvre qui était coupée aussi.
Et je me suis dit, signe et que ça termine une fois pour toutes. Donc je leur ai fait un paragraphe. Et eux, ils ont mis mon nom en arabe. Ils m'ont rhabillé, ils m'ont emmené chez le médecin, l'infirmier, pour faire disparaître un peu les hématomes que j'avais sur tout mon corps. Ils m'ont emmené chez le juge d'instruction. J'avais une tête et des pieds, je ne pouvais même pas marcher, je ne pouvais même pas tenir debout. J'étais dans son bureau et je ne pigeais rien du tout, je ne comprenais rien du tout. Il a vu les conditions dans lesquelles j'étais. Je lui dis, monsieur, est-ce que je peux vous dire une chose? Il me dit, vous allez me dire quoi? Je lui dis, j'ai été torturé, j'ai été maltraité, je ne peux même pas me mettre debout. Non, 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 monsieur, ici on ne torture pas, ici on ne torture pas, ici. Ici au Maroc on ne torture pas. Arrêtez votre version, arrêtez vos mensonges. Il leur a dit de l'embarquer, de le mettre en prison directement, ça les dégoûte. Donc là je suis arrivé, ils m'ont déshabillé complètement. Et ils ont vu, le directeur a remarqué qu'il y avait des traces de torture, des hématomes partout sur mon corps. Et ils m'ont jeté dans l'isolement total. Sans préau, sans médecin, coupé du monde. Les douleurs qui surgissaient, je ne pouvais pas dormir, ni m'asseoir. Les seules visites que j'avais, c'était mon avocat. J'étais terrorisé, je me disais, monsieur, je ne vous connais pas et je n'ai rien à vous dire. Pour moi, c'était l'un des leurs. C'était l'un des leurs qui a été envoyé pour me tester ou pour voir si j'allais dénoncer les tortures. Et il a compris que... Il a compris que j'étais pas bien, que j'étais torturé. C'est à partir de là que tout a changé. Il y a eu la visite en 2012 par le rapporteur spécial des Nations Unies contre la torture avec son médecin légiste. Ils ont découvert des traces, des brûlures sur mes testicules. Ils ont vu qu'il y avait dans mon anus une déchirure. Il y avait même des traces des brûlures des cigarettes. Et ils ont vu des traces aussi sur mes genoux, sur mes bras. Tout cela a été approuvé par le rapporteur spécial Juan Mendez qui a fait son rapport. Et à partir de là, les représailles commencent et se sont acharnées contre moi. Il m'a dit, écoute Ali, on ne peut pas laisser ça. Je te propose de te filmer, ça peut être utile. Je suis de nouveau maltraité, torturé. Seulement pour avoir demandé mes droits fondamentaux. Je suis là dans un cachot depuis je ne sais pas combien de temps. Ils m'ont abandonné ici avec une nourriture qu'on ne peut pas manger. Cette vidéo-là, elle a été faite en 2012 et elle n'a surgi qu'en 2015. C'était très très dur à faire dévoiler parce qu'il fallait s'attendre aux représailles. Voilà la liste de tous ceux qui m'ont torturé. À partir de cette vidéo, en octobre 2016, j'ai été transféré à la prison de Tiflet 2. Ils ont vidé tout le couloir où je devais être. Donc, l'isolement total. Maltraité, humilié et avec 2-3 couvertures que j'avais fines, très très fines, sur un gravier par terre. On appelle ça un sommier gravier. Ça, c'est les représailles qu'ils ont faites pour avoir fait cette vidéo.
C'était pendant le confinement, donc les frontières étaient fermées. Imaginez qu'ils vous mettent dehors et que vous ne trouviez personne à vous accueillir. Il y avait des dizaines de vols qui étaient organisés par la Belgique pour rapatrier leurs citoyens et je n'ai jamais pu prendre un de ces vols. Il y a eu une famille belge avec leurs enfants à Rabat qui m'ont accueilli. Ils m'ont ouvert leur foyer durant ces 3 mois et demi. Quand les portes se sont fermées, j'ai commencé à respirer. Je suis arrivé à Paris et j'ai retrouvé les miens. Aujourd'hui, j'essaie de vivre aux côtés de ma famille. J'ai tout le temps eu cet espoir. Sortir un jour et rejoindre ma famille et vivre une vie normale. Je suis un survivant. Oui, je suis un survivant de toutes ces tortures. Ils ont essayé de me briser, ils ont essayé de me faire taire, mais ils n'ont pas réussi.